Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre fidélité au matinal Sport Santé. Donc c'est un honneur de vous accueillir pour cette 13e, la dernière de l'année. Cette fois-ci, donc, nous sommes sur une thématique un petit peu différente puisqu'on va traiter donc des troubles musculo-squelettiques. Ça concerne beaucoup plus l'activité du travail, mais on va se rendre compte que de toute façon, le lien avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, bien évidemment, il existe puisque avoir une belle hygiène de vie, pratiquer du sport au quotidien et s'occuper de sa santé, c'est un des éléments aussi principaux pour lutter contre les TMS. Je salue Thomas Fanari, que vous connaissez puisqu'il était toujours là, il était caché dans sa petite cabane là-haut, il veillait à ce que tout se passe bien. C'est le responsable de la communication donc, du Musée national du sport et qui, au-delà de ses autres casquettes, donc prend la suite de Véronique sur la partie des matinales avec moi. Très heureux que tu rejoignes officiellement les matinales. Ça sera enregistré comme d'habitude, puisque maintenant, depuis quelques éditions, il y a un podcast donc, de la matinale qui est mis sur YouTube par le Musée national du sport. Et nos amis de la Métra, donc qu'on remercie infiniment. Donc, Sophie, la directrice de la communication et son équipe, plus notre intervenante, donc Sabrina Galis, qui est infirmière en santé au travail, sont présents en force. Mais je remercie à double titre donc la Métra, puisque c'est aussi notre mécène sponsor de la matinale. On fait déjà de belles actions ensemble et on va en faire encore plein d'autres. La Métra va filmer un petit peu aussi la matinale, puis on va démarrer les hostilités. Donc, je laisse la parole à Thomas pour présenter nos intervenants de ce matin. Alors oui, bonjour à tous et très heureux. Merci Stéphane pour cette introduction et merci pour tes mots. J'ai évidemment une pensée pour Véronique Jeannot qui est partie sous d'autres projets et qu'on est ravi de saluer aujourd'hui. On pense fort à elle parce que c'est avec toi, par sa volonté et par son acharnement que ces matinales ont vu le jour puis se sont développées. Donc on est aujourd'hui sur la 13e édition, donc c'est une vraie réussite. On est évidemment très heureux de vous accueillir toujours au Musée national du sport pour ces matinales. Sur cette thématique d'aujourd'hui, on va s'intéresser donc aux troubles musculo-squelettiques. Et donc, on aura 5 intervenants qui nous font le plaisir d'être présents aujourd'hui. Le docteur Alain Digouin qui va introduire et par le jeu des questions-réponses va nous présenter à la fois son champ d'action et justement ce que sont les troubles musculo-squelettiques. Loïc Gambardella, qui est cofondateur de NeoMove, et que je remercie particulièrement parce qu'il fait en plus une présentation, pour tout vous dire, un peu à la dernière minute. Mais on est évidemment très heureux. Il était prévu aussi sur la pause active. Il nous fera profiter de cette pause active, plus de ses compétences aussi en tant que kinésithérapeute. Évidemment, sur cette thématique, c'était essentiel. Véronique Meignier, hypnothérapeute de l'Institut Tsank, pardon, qui nous fera également le plaisir de nous faire une présentation. Bertrand Sita, qui est notre patient témoin aujourd'hui et qui, pareil, sur un jeu de questions-réponses et qui nous présentera justement son histoire et son parcours. Et donc Sabrina Galis, merci d'être là et merci à la Métra de nous soutenir sur cette édition des matinales. Infirmière en santé au travail à la Métra et qui nous fera également une présentation pour nous présenter à la fois les enjeux et les actions qui sont proposées par la Métra. Si ça vous convient, on fera également des questions-réponses entre chacune des interventions plutôt que de tout faire à la fin. C'est vrai que parfois ça peut un peu brider et on a un peu de mal à avoir des questions-réponses à la fin. Donc, tant qu'à faire, à chaque fois qu'on va avoir des interventions, on prendra le temps nécessaire pour faire ces questions-réponses à chaque fois, une, deux, trois questions suivant les besoins. Ça vous convient comme ça? On est parti? Eh bien, on va donc commencer avec le docteur Digouin. Bonjour. Je vais peut-être d'abord me présenter. C'était ce que j'allais vous demander de faire, donc Voilà. parfait. Donc, je suis docteur Alain Digouin, je suis médecin en fait spécialiste en médecine physique et réadaptation et en médecine et traumatologie du sport. Je commence un peu à éduquer parce que je suis en retraite depuis 3 ans, mais je travaille encore à mi-temps au centre médico-sportif de la ville de Nice. Mon taf, en vulgarisant, c'est surtout les pathologies ostéo-articulaires. Au départ, lorsque j'étais jeune, c'était la rééducation, donc c'était la médecine physique et réadaptation, c'est quelque chose de magnifique parce que c'est une discipline horizontale. C'est-à-dire que dans la formation, on a de la réadaptation cardiovasculaire, en pneumologie, en ostéo-articulaire, en neurologie. C'est très varié. J'ai 40 ans de carrière et j'ai fait plein de choses qui ont été très enrichissantes, notamment dans les années 90-2000. J'étais médecin fédéral régional handisport et j'ai vu des plaquettes à l'entrée où
À l'époque, on travaillait beaucoup sur un club que je crois n'existe plus, ça s'appelait l'Azur Club, Handisport Azur Club. J'ai fait des compétitions de tandem avec des non-voyants, donc vous voyez, j'ai beaucoup travaillé. Et c'est vrai qu'en vieillissant, on se recentre. Et depuis, je dirais, 15 ans, bah, mon boulot, c'est la pathologie ostéo-articulaire. On voit essentiellement deux types de pathologies actuellement. C'est le sportif de loisir qui se blesse sur le plan ostéo-articulaire et le travailleur qui se blesse par justement ses activités dans de mauvaises positions. Oui, justement, l'idée, c'était quand même de présenter ce que sont les troubles musculo-squelettiques, peut-être, parce que ce sont des termes qu'on entend, et peut-être j'ai l'impression de plus en plus, mais qu'on prend parfois pas forcément le temps de définir. Et donc, l'idée, c'était, pour introduire cette matinale, que vous puissiez nous présenter ce que sont justement les troubles musculo-squelettiques. Alors, les troubles musculo-squelettiques, ce sont des douleurs ou des pathologies osteoarticulaires liées à des positions répétées. Alors là, durant le travail, un exemple très simple que j'ai dans la pratique courante, c'est la banquière à l'accueil qui va être en permanence devant un ordinateur et qui va être debout et qui va en permanence toucher sa souris d'ordinateur debout. Alors, on sait pertinemment que lorsque le coude n'est pas posé sur la table convenablement, il y a une hyperextension du poignet. Et en utilisant le trousseau de l'ordinateur, bah, elle se chope ce qu'on appelle un tennis elbow. Alors, on dit le tennis elbow, c'est la pathologie du tennisman. Il faut savoir qu'il y a 10-15 ans, c'était surtout la pathologie, on la rencontrait surtout chez les gens qui travaillaient au marteau-piqueur, etc., tournevis. Maintenant, c'est la première pathologie dans les épicondylites, c'est la souris d'ordinateur avec les mauvaises positions. Donc ça, ce serait un exemple. Deuxième exemple, c'est les mauvaises positions. Hein, je suis toujours concret. L'ordinateur placé sur le côté, où la personne va en permanence faire des mouvements de rotation, etc., qui va engendrer des problèmes au niveau du dos. Alors, dans ces cas-là, il y a deux problèmes. C'est la première, c'est la mauvaise position qui engendre la pathologie. Et deuxièmement, l'individu qui travaille n'a pas forcément une bonne condition physique, ne fait pas forcément du sport et n'est pas adapté à la répétition de ces gestes. Et souvent, ces problèmes sont liés à des mouvements répétés, pas forcément intenses, mais qui engendrent un surmenage ostéo-articulaire avec des lésions cartilagineuses et tendineuses qui s'aggravent avec le temps. Hein. Le problème, c'est toujours ça. Actuellement, on parle beaucoup de retraite, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que le retraité qui a 65 ans et qui travaille dans un bureau sédentaire. Moi, je dis toujours que j'ai un métier de feignant parce que c'est un métier trop physique ce que j'ai fait, quoique ce n'est pas totalement vrai. Mais mes articulations n'ont pas été soumises à beaucoup de contraintes. La personne qui travaille avec un marteau-piqueur, lui, il est soumis à beaucoup de contraintes. Donc, à 60 ans, il est beaucoup plus abîmé qu'un autre. Voilà. Et tout dépend de l'importance du travail. Et je disais tout à l'heure que j'avais l'impression qu'on en parlait plus. Est-ce que c'est simplement un effet médiatique ou est-ce que c'est justement qu'il y a plus de TMS qu'avant, à votre avis? Non, bah, bien sûr que c'est actuellement, on est dans les médias, on parle beaucoup, il y a les communications, les réseaux sociaux, YouTube, donc puis il y a beaucoup de bien-être. Hein. Pour les gens qui ont un peu des cheveux blancs, il n'y en a pas beaucoup ici, mais moi, ce qui me surprend toujours, c'est les gens, on parle de vacances, les vacances obligatoires, etc. Il y a 40 ans, les gens qui étaient en vacances, c'était un luxe. Donc les gens travaillaient, en fait, les gens travaillaient beaucoup. Et c'est un peu Alors c'est un critique du vieux, là, je vais dire. Actuellement, on parle de 35 heures, de machin, etc. Mais avant, les gens, ils travaillaient avant. Ils travaillaient beaucoup et on ne parlait pas parce qu'ils travaillaient. En fait, actuellement, on ne se rend pas compte Là, on est au bord d'un cataclysme, mais on ne se rend pas compte du bien-être. Je veux dire, en 1910, le gars, il travaillait. On ne s'occupait pas de cette tendine du coude. Hein. Le gars qui travaillait dans les mines au charbon, il avait des tendines de partout, mais on n'en parlait pas. Hein. Le gars, il travaille. S'il ne travaillait pas, il crevait de faim. Il ne parlait pas même de pendant les vacances. Son but, c'était de manger, avoir un morceau de pain et un peu d'eau. Donc, on ne parlait pas. C'est le monde moderne qui a fait ça. Alors, bien sûr que c'est bien, c'est bien. Mais des fois, on part vraiment dans l'excès. Alors, mais non, c'est vrai qu'on a une qualité de vie, il y a des choses extraordinaires, et c'est très bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce très bien a un coût. Hein, c'est très bien un coût. C'est vrai qu'on fait des tas de choses, notamment la grande idée qui naît actuellement aujourd'hui et qui a un concept intéressant, c'est de voir dans les entreprises et que les patrons des entreprises s'occupent de la santé de leurs employés qui pratiquent du sport. Et donc, c'est un concept intéressant qui se développe à Monaco. D'ailleurs, les grandes entreprises contactent cette association à but lucratif et les employés font des bilans osteo-articulaires, endocriniens, etc. Donc des bilans poussés
qui sont remboursés par Remboursé Sécu, déjà pose un problème, et qui permettent à ces employés d'avoir une bonne activité physique, d'être sain physiquement. Donc on part du principe que s'il est bien sain physiquement, au sein de l'entreprise, il va être sain et il ne va pas avoir d'arrêt de travail. Concept très intéressant. Le problème, c'est qui est-ce qui paye. Voilà. Alors, à Monaco, le concept, c'est les entreprises, parce que les entreprises sont très aisées. Mais sur le plan pratique, c'est vrai que souvent, quand un employé qui a 40 ou 50 employés, qui est ici, qui perd des charges sociales, etc., sortir un peu d'argent pour faire des bilans, c'est pas évident, quoi. Et est-ce que c'est la sécurité sociale qui doit financer? Ben, la sécurité sociale est en déficit. Donc voilà. Donc on se retrouve dans ce problème toujours d'argent, etc. Alors, c'est certain que c'est un concept idéal, hein. Quelqu'un qui est bien physiquement, il va pouvoir travailler physiquement, va pas avoir d'arrêt de travail, etc. Mais après, c'est le problème de coût. Et justement, alors ça me permet de faire une transition sur le. On parle évidemment, et c'est aussi l'objet de ces matinales, de sport santé, des bienfaits du sport, du bien-être par le sport. Est-ce que le sport est réellement un médicament pour vous en tant que docteur? On entend très souvent ça, et c'est vrai que il faut aussi peut-être Alors remettre en là, perspective et se dire, ça peut pas remplacer tous les médicaments non plus. Et voilà, à quel point le sport peut être utile dans le cadre de ces pratiques-là. Évidemment qu'il y a des bienfaits. Est-ce que c'est suffisant ou pas? voilà. Alors je crois qu'il faut distinguer deux choses au niveau du sport. On parle de sport, mais le sport, ça a deux actions essentielles sur le métabolisme. Alors sur le métabolisme cardiovasculaire, c'est indéniable. Hein, quelqu'un qui va faire de la course à pied, la grande mode maintenant, c'est les trails, par exemple. Hein. Hier, on discutait de trails, les trails, courir en montagne, etc. Donc c'est très bien sur le plan cardiovasculaire, la personne qui va faire ça, d'abord, s'il court, il va être obligé de faire attention à sa diététique, etc. Donc sur le plan cardiovasculaire, ça va être très bien. Mais là, on parle de pathologie musculo-squelettique. Pour moi, courir un trail, faire 70-80 km en courant dans la montagne, c'est une hérésie. Parce que quand on court, on se tord les chevilles, on s'abîme les chevilles. Et à mon avis, ces gens-là qui vont faire pendant 30 ans de la course en montagne, bah, ils vont avoir de l'arthrose aux chevilles. Alors, il faut savoir qu'un individu normal, on meurt généralement sans arthrose à la cheville parce que la cheville est une articulation très congruente, qu'on met des prothèses aux genoux, qu'on met des prothèses aux hanches. Mais les hanches, chez quelqu'un qui vit normalement, qui n'a pas eu d'entorse, pas eu d'accident, ça va bien. Ces gens-là, ils vont avoir des problèmes. Hein. Regardez tous les footballeurs, etc. Hein, arrivés à un certain âge, ils vont avoir des problèmes ostéo-articulaires. Alors, sur le plan, le sport, c'est très bien sur le plan cardiovasculaire, ça c'est indéniable, mais sur le plan ostéo-articulaire, il faut faire quand même attention. Et il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être bien préparé physiquement et bien géré. Alors, je suis toujours très pratique, je pratique mon expérience. Avant-hier, j'ai vu un jeune qui avait 21 ans, il faisait 6 heures d'entraînement de MMA par jour, 5 jours par semaine. Et il vient me voir parce qu'il avait des douleurs musculaires et des douleurs partout. Je lui dis, ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 2 ans. Je lui fais, vous faites combien de combats? Il m'a dit, j'en ai fait un. Et je lui ai dit, mais attendez, là, c'est quoi que vous faites là? Vous faites du surentraînement, là, ça ne sert à rien, quoi. Je veux dire qu'il s'est fatigué, il s'est épuisé pour rien. Je ne sais pas ce qu'il faisait en MMA hein, comme entraînement, mais il devait taper comme un sourd sur des. Enfin, je ne sais pas, mais c'est un peu surprenant, quoi. Hein. Donc, à un moment, il faut gérer. Et c'est le gros problème qu'on a, parce que, voilà, c'est toujours pareil, j'ai d'expérience, et dans les années 90, où c'était plus ou moins légaux, comme j'avais un gros cabinet de rééducation, on avait un physiologiste qui travaille encore à M2S actuellement, où on fait des choses bien. On faisait des tests d'effort en cabinet médical. Actuellement, on ne les fait plus parce que sur le plan légal, ce n'est pas légal. Et c'était le balbutiement, c'est-à-dire on faisait des tests en mesure indirecte avec des taux de lactate, etc. Et le préparateur physique, déjà, c'est vraiment le début, c'était les préparations, les plans d'entraînement avec les VO2, tout ce qu'on connaît maintenant, mais il y a 20 ans, c'était peu connu. Et donc, moi, je participais à ça un peu en profane parce que c'était pas mon taf, c'était pas la physiologie, hein, je connaissais, mais je ne maîtrisais pas. Et on voyait deux types de personnes qui faisaient ces plans d'entraînement. On faisait des gens qui avaient des plans d'entraînement où ils allaient très bien des performances et des gens qui ça marchait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ces plans d'entraînement qu'on fait avec des tests spécifiques, oui, ceux qui ne marchaient pas, c'était ceux qui travaillaient, qui avaient des activités physiques importantes. Parce que lorsqu'on fait un programme d'entraînement chez un professionnel, le gars, il s'entraîne, donc on a le coût énergétique de l'entraînement, du sport, etc. Mais on ne tient pas compte du coût énergétique en dehors. Donc, quelqu'un qui travaille assis dans un bureau, du coût énergétique en dehors, il n'en a pas. Mais le gars qui est livreur et toute la journée, il va livrer des colis, etc., il va se fatiguer, s'épuiser physiquement. Or, ces plans d'entraînement ne
ne tenaient pas compte de ce coût de travail. Et ces gens-là, ils ne supportaient pas les charges. Donc, plan d'entraînement, c'est vrai qu'on fait un peu plus, mais dans les années 90-2000, c'était la grande mode des plans d'entraînement, etc. Il faut faire attention parce que dans l'entraînement, le travail, ça a un coût, c'est un travail et on n'en tient pas compte. Et souvent, on a du surentraînement et du surcontrainte, hein. Et la deuxième chose également intéressante, c'est que tout le monde n'est pas égal devant le sport. Moi, souvent, on voit deux gamins qui ont 17 ans, qui sur le plan cardiovasculaire, ils sont pareils, ils ont la même morphologie, ils ont pareil, et ils sont pareils. Et le gamin, alors je vais aller un peu plus tôt, je vais dire 14-15 ans, il y a une maladie qui est la maladie d'Osgood. C'est un point d'insertion au niveau du genou. Et par surcharge de travail, il y a ce qu'on appelle une épiphysite, c'est-à-dire une inflammation du point d'ossification. Donc, il faut diminuer les charges. Et alors, ce qui est vraiment embêtant, c'est que vous avez deux gamins qui sont dans les mêmes conditions physiques, que le même stage, la même chose, et il y a un gamin qui va supporter la charge et l'autre qui ne va pas supporter la charge. Alors, le problème, c'est que au niveau de son entraîneur, les gars, ouais, puis généralement, le gars qui a l'épiphyite, c'est généralement le gars qui est plus costaud. Donc, il tire les coups francs, il tire les choses comme ça, donc il faut qu'il joue. Et alors qu'il ne faut pas qu'il joue, il faut qu'il soit au repos, hein. Tout le monde ne peut pas être Nadal. Nadal, c'est incroyable. D'abord, je pense que Nadal, il fera de vieux os, pas de vieux os avec ses problèmes d'épaule, etc. Mais il y en a beaucoup qui ont cassé avant, quoi. Donc c'est ça. Donc il y a quand même un élément génétique qui permet d'avoir beaucoup de contraintes. Si on peut résumer, c'est peut-être aussi finalement adapter la pratique physique et vous parliez de monter en charge progressive aussi et de faire en sorte que toutes les contraintes et les spécificités de chaque patient finalement puissent être prises en compte. Et justement, dans le cadre des TMS, ben, mettre en place un programme approprié en fonction de la pathologie. Tout à fait. Alors, il y a deux éléments. Première chose, on ne parle pas du sportif professionnel, on va partir du sportif de loisir. Quelqu'un qui travaille, c'est vrai que faire du sport, c'est important, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, sur le plan cardiovasculaire, c'est sain, courir à pied, etc. Mais le tout, c'est qu'il gère ses ambitions en fonction de son activité, de ses possibilités physiques, hein. Moi, ce que je reproche souvent actuellement, c'est que on est dans un monde où on est le monde de la performance. Je ne vais pas tout raconter, mais j'étais médecin d'un club de vélo à haut niveau dans les années 90. À l'époque, pour avoir des cours amateurs, il fallait qu'on paye, hein. Actuellement, les gens, ils sont prêts à filer 200 euros pour courir le marathon de Nice-Cannes. Vous vous rendez compte, 200 euros. Le triathlon de Nice, c'est 700 euros. Les gens sont prêts à ça. Nous, à notre époque, on payait les coureurs amateurs pour qu'ils viennent courir. On tombe dans une histoire. Il faut savoir que pour courir un marathon, il faut être préparé physiquement, hein. Il faut faire attention. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont propres pour ça, quoi. Donc après, c'est très bien parce qu'on les voit au CMS, parce ils ont des douleurs, quoi. Donc en fait, il faut quand même adapter le sport et la préparation à ses ambitions. Et est-ce que le sport est bien? Oui, mais il faut que ça reste un sport de loisir et il faut quand même une surveillance médicale et bien le faire. Et quelqu'un qui est sain dans son corps, qui se suit, qui ne cherche pas la performance, va être mieux dans son activité professionnelle. Merci. Et peut-être juste dernière question, est-ce que vous en avez un peu parlé, est-ce que vous pensez que le sport peut être ou doit être une prescription médicale, justement? Par exemple, on en entend parler, vous parliez de sécurité sociale, etc. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à ça? Alors, moi, encore une fois, deux choses. Le sport, bien sûr, il faut proposer de faire le sport, mais d'abord, quel sport? Le sport sur le plan cardiovasculaire, en fonction des possibilités de l'individu, hein, c'est sûr, hein, s'il a une communication interventriculaire ou un gros problème cardiaque, etc., il faut faire attention. C'est tout ce que, par exemple, le diabète, hein, chez les diabétiques, on est étonné parce qu'il y a des diabétiques de haut niveau qui arrivent à faire du sport. Donc, il y a un bien-être, il y a un bien-être. Mais sur le plan ostéo-articulaire, il faut faire quand même attention. Il faut faire extrêmement attention. Donc, le sport, oui, parce que quand on fait du sport, ça dépend quel sport, mais bon, on va prendre la course à pied, etc. Il ne faut pas être obèse, il faut faire attention. Donc, il y a une hygiène de vie à avoir. Mais sur le plan ostéo-articulaire, attention aux contraintes. Et moi, ce que je reproche un peu actuellement, c'est que tous les sports de mode sont des sports traumatiques.
Hein, pour moi, le MMA, par exemple, j'ai parlé du MMA, c'est une hérésie. D'abord, c'est un sport de sauvage. Hein. Il tape, il cogne quand on voit ça. Alors, c'est bien, on se croirait dans les péplums à l'époque de Cicéron, où les gars se tapaient sur la gueule comme c'est pas possible. La boxe, c'est un art avec des règles. Le MMA, moi, ça me semble. Mais c'est la grande mode, le MMA. Alors maintenant, c'est vrai. Hein, c'est courir. Ouais, je vais faire le marathon, je vais faire l'Ironman, je vais faire le trail, des sports. Moi, à mon avis, pour ça, il faut être bien préparé physiquement. C'est bien, il y a des élites. Hein. Mon fils travaille à Medeus. Il a un collègue qui est un très bon triathlète de haut niveau hein, et qui fait des résultats. C'est très bien. Et ce gars, il est préparé, c'est l'exception. Maintenant, il ne faut pas n'importe quoi. Je veux faire, moi, les gens, je veux faire ça, je veux faire ça. Je crois qu'il faut rester humble devant la pathologie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions au docteur Digouin qui nous a fait l'honneur d'introduire cette matinale? Oui. Tout simplement, là, vous avez surtout parlé des sports déconseillés, mais quels sont, du point de vue des troubles musculo-squelettiques, les sports les plus recommandés? Alors, tout va dépendre de l'âge de l'individu. C'est certain que ben, les moins traumatisants pour les articulations, c'est les sports portés. Donc, je vais dire, c'est la natation. Sauf qu'en nageant, il faut faire attention aux épaules. Il faut savoir ce qu'on nage. Et quelqu'un qui a une discopathie lombaire, par exemple, et qui va faire du papillon, bah, il va avoir super mal au dos. Hein. Donc, c'est plutôt du crawl. Maintenant, c'est vrai que personnellement, je traite mal parce que ce ne pas, je suis très myope et que j'ai toujours eu des verres de bouteille étant petit et que maintenant, j'ai des implants intracordéens et que je vois bien. Je ne sais pas bien nager. Mais je peux dire que quand on nage mal, il faut faire attention aux épaules parce qu'on a vraiment des problèmes tendineux au niveau des épaules, quoi. Donc, c'est vrai que la natation, c'est vraiment un sport fabuleux. Alors, ce qu'on conseille, ça va dépendre de l'âge. Souvent, les gens qui ont 55, 60 ans, 65 ans, 70 ans, il faut avoir des activités. On leur dit de faire du sport plus d'endurance et de modéré. La meilleure des activités physiques, c'est la marche. Hein. C'est vaut mieux marcher que courir. Parce que courir sur les genoux, c'est quand même traumatisant. Et souvent, les gens ont de l'arthrose, ont des problèmes de genoux, etc. Donc, il faut faire attention. Donc, après, avec l'âge, les sports sont des sports moins intenses. Moins intenses hein. On voit des gens qui ont 75, 80 ans qui jouent encore au tennis, hein, ce qui est remarquable. Mais ils sont au golf, vous dites. Oui, tout à fait. Mais par rapport au tennis, je continue, souvent les gens au tennis, bah, ils font plus des services, ils servent à la cuillère, ils jouent en double, ils jouent sur des terrains plus souples, ils adaptent. Comme vous dites, alors le golf, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est vrai, c'est la marche qui est intéressante. C'est pas très traumatisant. Il y a toutes les techniques d'adaptation parce que le problème du golf, forcément, j'ai essayé, mais je dis toujours, j'ai un médecin feignant, mais malheureusement, je fais du vélo et je suis un peu cassé de partout à cause de ça. Donc, les épaules sur le golf, il faut faire attention. Les coudes aussi, lorsqu'on débute, il faut faire attention. Il faut faire attention au rachis lombaire. Maintenant, il y a des positions qu'on adapte. Alors après, c'est vrai que quand on cherche pas. Mais comme vous dites, au golf, on voit beaucoup des gens retraités. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent, viens, le golf, à 70 ans, ils font beaucoup de golf, on peut faire. Bien sûr, c'est une activité sportive. En fait, l'activité, il faut l'adapter à ses capacités physiques. Je connais des gens qui font du vélo. Hein. Bah, alors, le problème du vélo, c'est que le vélo, c'est traumatisant et puis il faut faire attention hein, parce que c'est hyper dangereux. Alors, on fait des pistes cyclables, mais c'est dément. Hein, c'est dément parce qu'elles sont hyper dangereuses avec trottinettes, etc. Mais le vélo bien fait, c'est pas un sport traumatisant sur le plan articulaire. Avec un vélo bien réglé, on n'a pas trop de pathologie. La pathologie du vélo de balade, quoi, hein, ce qui est très sain, on n'a pas de problème. Hein. Personnellement, j'ai un problème au niveau lombaire. En vélo, j'ai pas mal au dos. Hein. Ma femme me dit, ouais, tu vas voir vélo, t'as mal au dos, j'ai pas mal au dos, parce que la position est bonne. Après, si vous avez une arthrose des genoux, vous ne pouvez pas y aller, mais si vous êtes sain, c'est pas un sport traumatisant. Le traumatisme, c'est la chute, c'est l'accident, quoi. Oui, bonjour, Pascal Dumas, président de la CPAM. Donc, je vais vous répondre un petit peu sur ce dossier-là. La première chose, c'est que la CPAM, donc l'assurance maladie, s'occupe malheureusement des gens qui ont eu un accident. Au niveau de santé au sport, ça, comment dire,
on est à côté pour que la personne puisse reprendre, etc. Le problème, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit et je suis entièrement en rapport avec vous, c'est que je pense que les causes, elles sont beaucoup plus haut. C'est-à-dire que déjà au niveau de l'éducation nationale, eh ben, la prise en charge du sport et de l'éducation sportive devrait avoir lieu. Et comme vous l'avez dit, vous avez parlé de l'adaptation à sa capacité physique. Malheureusement, on n'explique pas aux gens jusqu'où ils peuvent aller, leur capacité, ou des fois on veut cacher la vérité, et puis aussi on peut aussi parler de maintenant l'idée c'est que on fait de l'individualisme. Moi je pense que c'est surtout ça, dans lequel dans des sports individuels on demande une performance. On se pose pas de la question, et c'est pour ça que tous ces clubs de gym, etc. On pense simplement à faire du muscle. Des fois, en avalant certaines choses qu'il faut pas, on fait faire des mouvements on sait pas jusqu'où on peut aller. Et là, je pense il y a pas du tout de contrôle à ce niveau-là. Comme vous l'avez dit aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des améliorations. Il faut rester positif. Moi, j'ai vécu beaucoup dans le monde du rugby. Donc, le rugby, il y a eu une période, je vais dire, il y a 20 ans, où on commençait à dire on va faire de la musculation à des jeunes qui avaient 12 ans. Donc, c'était une ineptie terrible. Et on y est arrivé. Maintenant, on voit aussi les gens sur les chocs. On commence enfin à enlever des gens qui ont des chocs, on les met de côté, on les suit, etc. Donc, je pense que là, il y a je dirais, dans les sports collectifs, il y a eu un gros travail. Après, bien évidemment, si on arrive à bien structurer tout ça, bah, l'assurance maladie, c'est son rôle. Elle collera, hein, il n'y a pas de problème, hein. Ça, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je vais monopoliser un peu la parole, mais c'est toujours très intéressant. On l'abordait tout à l'heure en aparté. Le problème est là. Moi, je me suis installé en 86, vous vous rendez compte? Donc ça a changé. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle conduite avoir devant un adolescent, un enfant qui fait du sport, quelqu'un qui veut faire du sport. Je pense que le minimum, surtout si le sport est traumatisant, c'est qu'il aille voir son médecin et qu'il fasse le fameux qui n'existe plus, je crois, le certificat médical de non-contre-indication, alors que maintenant, on fait un truc à assermenté. Ouais, ouais, c'est simple. Alors déjà, faire une visite médicale, si vous avez une personne qui vient et qui dit, je veux faire de la plongée, et faire un certificat médical, il faut en avoir dans le pantalon, hein, parce que théoriquement, il y a des pathologies où théoriquement, quand il y a des communications au niveau cardiaque avec des anomalies, on les voit uniquement avec des échographies transésophagienne. Donc, théoriquement, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème la première fois, c'est qu'on mette un tuyau dans l'estomac, dans l'œsophage et regarder s'il n'y a pas. La probabilité est faible. Personnellement, j'ai jamais vu ce type de pathologie, mais c'est pas mon taf. Mais c'est là, quoi. Alors, le problème de ce certificat médical, pour assurer qu'il n'y a pas de danger, il y a un coût. Alors, il a un coût. Alors, le coût, c'est vrai. Je suis mal parti, hein, mais j'ai fait le premier, hein. C'est que le type, il vient, on l'examine, on demande des examens de laboratoire, et puis on lui donne une feuille de maladie, quoi, hein. On est gentil, parce que vis-à-vis de l'individu, il veut faire du sport, c'est louable, et puis il n'a pas les moyens, donc il faut payer. Le problème, c'est on fait un déficit de la Sécu, hein. Je veux dire, le gars qui joue au football et qui joue le dimanche et qui n'est pas prêt physiquement, qui se fait une rupture d'un ligament croisé, la chirurgie, tout ce qui coûte, c'est la Sécu qui va payer, quoi. Et après, on crée, je sais plus combien, on passe à 1 milliard de déficit. Enfin, c'est dément, quoi. Donc, c'est vrai. Alors, hein, le problème est toujours là, hein. Mais maintenant, c'est le pour et le contre, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On va maintenant laisser la parole à Loïc Gambardella, donc peut-être donc kinésithérapeute qui a cofondé Bonjour. NeoMove et qui aura une présentation à nous faire. Donc peut-être que justement vous avez, avant même de commencer, un petit retour à faire sur ce qui vient de se dire en tant que kinésithérapeute. Ouais, je vais commencer par me présenter. Je suis kinésithérapeute, je suis passé par STAPS au départ. Je travaille avec des athlètes de haut niveau depuis plus de 25 ans. Je suis membre du board du centre de performance de Titleist pour les golfeurs qui connaissent, qui est aux États-Unis. Donc, je travaille avec des athlètes de très haut niveau depuis quelques années. On avait ouvert un centre de performance il y a quelques années sur Sophia Antipolis et ma spécialité, c'est tout ce qui est analyse biomécanique et c'est surtout éviter que le sportif se blesse et le rendre plus performant. Et pour ça, on a mis des techniques particulières
Et un jour, une société qui était notre voisine, qui s'appelle Intel, est venue nous chercher et nous a dit, écoutez, ce que vous faites avec les sportifs de haut niveau, on le voudrait dans le monde du travail pour éviter justement que les gens se blessent et des arrêts de travail sont moins efficaces. Parce que le coût aujourd'hui, c'est 21 000 euros. Hein, si je me rappelle, l'UNRS est en train de monter sur la projection en 2030. Elle est aux alentours de 42 000 euros en coût total, donc coût caché évidemment. C'est-à-dire que prise en charge sécu, prise en charge par l'employeur, les mutuelles, etc., etc. Donc avec le Covid, on s'est arrêté, on a réfléchi et on s'est dit comment numériser notre système. L'idée, c'est que quels que soient les métiers, on a des individus. Et quels que soient ces individus, ils ne font pas tout le temps la même chose, ils n'ont pas tous les mêmes contraintes. Donc forcément, l'impact sur chacun est différent. Et si on prend deux personnes, c'est un test qu'on a fait, donc on prend deux personnes qui ont le même métier, qui ont le même gabarit, on analyse la posture, on analyse un overhead deep squat, qui est le test le plus complet pour mesurer tous les systèmes articulaires. Donc on fait un face à un profil, et à partir de là, on va s'apercevoir que ces deux personnes ont un profil et des stratégies posturomotrices différentes. Et à partir de là, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut commencer l'individualisation parce qu'on va savoir où sont ces compensations en mobilité et en stabilité, et donc ces compensations aussi posturales. Je vous rappelle juste que un mouvement, par définition, c'est je pars d'une posture, je mets des segments en action et je finis sur une posture. Donc si la posture de base, elle n'est pas bonne, tout ce qui derrière va être faux, et donc derrière, vous allez augmenter les contraintes et les risques de blessure. La posture, c'est la sédentarité. Donc, on parlait de sportifs, on parlait de gens qui travaillent et qui font du sport. Ce sont des sédentaires actifs. Parce qu'ils restent un certain temps dans la même position, dans la même posture. C'est la vraie définition du sportif qui est amateur. Le sportif professionnel, lui, a d'autres contraintes. Et après, vous avez toutes les parties sédentaires. Donc là, par exemple, si on revient sur l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, on pourrait individualiser entre une personne, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire faire comme sport, comme activité, et une autre personne, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer. Là, la stratégie, c'était quelqu'un qui prenait une caisse au sol et qui la portait au-dessus. Donc, vous apercevez que même en faisant des formations gestes et posture, par exemple, la personne qui est à votre gauche, la posture motrice limitée, va toujours compenser pour pouvoir se baisser et forcément mettre des contraintes sur les mauvaises zones. Mais la chose la plus importante, c'est qu'au début, et ça c'est notre expertise qui est centrée sur l'humain, on est tous pareils. On a à peu près tous les mêmes systèmes articulaires aux mêmes endroits. Et la deuxième chose, c'est qu'on passe automatiquement par tous les mêmes systèmes de développement entre 0 et presque 3 ans. Vous êtes tous passés par ces stades-là, donc vous êtes construits. C'est la période la plus efficace pour votre développement. Et quand vous voyez qu'on commence sur le dos, c'est que nos chaînes antérieures sont activées. L'évolution, pour qu'on se mette debout et qu'on puisse bouger, c'est que nos chaînes postérieures vont s'activer. Donc, on va les connecter progressivement. Une fois que vous avez 3 ans, il y a un truc qui commence qui est super sympa, qui s'appelle l'école. Et bienvenue dans le monde sédentaire. À partir de 27 ans, les chaînes postérieures, elles commencent, selon l'OMS, à se relâcher. Et donc là, on commence à avoir des problèmes et des déséquilibres. Mais il y a un petit truc que la physiologie aussi nous dit, qui est super sympa, c'est que sur les chaînes antérieures, vous avez à peu près 2 fois plus de force que sur les chaînes postérieures naturellement. Donc, des avantages sur les chaînes postérieures parce qu'elles ne sont pas connectées automatiquement et vous devez les entretenir et les activer. Des avantages aussi parce que ces chaînes antérieures, elles vont prendre le dessus et elles ont forcément plus de force. Donc, si je suis assis, je suis dans un monde antérieur. Si je travaille à l'usine, je suis dans un monde antérieur. Tout ce que je fais en gestuel dans ma vie est dans un monde antérieur. Donc, je continue à travailler sur mes chaînes antérieures. Je les favorise. Mais les chaînes postérieures, n'étant moins sollicitées, elles vont se relâcher. Un sportif de haut niveau,
si vous faites un ratio entre le antérieur et le postérieur, il le maintient entre 60 et 40%. 60% sur les antérieurs, 40% sur les postérieurs. Nous, on doit être à peu près aux alentours de 70-30 pour les gens qui sont à peu près correctement entraînés. Donc, chaînes antérieures, gravité, je m'enroule et je vais perdre en mobilité. On va faire un petit test tous ensemble. Vous allez juste vous avancer un tout petit peu sur vos chaises. Vous allez serrer les genoux, mettre vos mains sur les épaules, gardez bien les jambes serrées et là, vous tournez vers la droite, tous vers la droite. Vous regardez votre voisin et vous voyez que, ou vos voisins, et vous voyez qu'ils ont tous des capacités différentes. Vous tournez vers la gauche parce que ceux qui sont en extrémité ne pourront pas voir. Et vous voyez que ça tend d'une manière différente au niveau de votre dos, que les tensions ne sont pas les mêmes, que vous n'êtes pas de la même manière au niveau des rotations, qu'on a des limitations différentes. Vous pouvez relâcher. Un enfant à 60 degrés à peu près, de chaque côté. Ce qui n'est pas le cas dans les 3/4 de la salle. Donc là, vous êtes sur un système déjà compensatoire, même les jeunes qui sont hauts, qui s'entraînent. Donc votre mobilité va être limitée. Si vous limitez votre mobilité au niveau de la rotation, devinez où est-ce qu'on va aller la chercher, la mobilité, quand on fait un mouvement. Dans les zones sus et sous-jacentes. Les lombaires, les cervicales basses. Qu'est-ce qui se passe au niveau des lombaires? Les lombaires, articulairement parlant, anatomiquement parlant, elles font de la flexion-extension. Elles ne font pas de la rotation. Elles n'aiment pas la rotation. Donc, on va essorer les disques par compensation. Et chacun, à un moment ou à un autre, va mettre des contraintes rotatoires dans les zones qui ne sont pas faites pour. D'où l'augmentation des TMS, les localisations au niveau des coudes, les localisations au niveau des épaules, etc. etc. Voilà un petit peu les bases anatomiques de ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, je vais... Hop, là. Voilà. Donc, pour préserver l'humain, évidemment, c'est préserver la performance collective, parce que chaque individu, si vous êtes capable de l'entretenir et d'éviter que dans une chaîne de production, disparaisse parce que il va être blessé ou il va avoir des douleurs, vous enlevez de la contrainte sur les autres. Donc, on est dans l'année de la santé mentale, évidemment. Et donc, si vous enlevez la pression sur les autres parce que tout le monde est là, les équipes sont performantes, vous avez des avantages. Donc, toutes les contraintes physiques, les TMS, l'usure professionnelle, les accidents, c'est ce qu'on essayait de briser avec notre application. Notre application, évidemment, elle est juste, pour vous dire, elle est juste vendue en B2B, donc uniquement pour les entreprises. Donc, on est déjà dans un système où ce sont les entreprises qui investissent pour leurs salariés. Voire là, on est en négociation avec des mutuelles et des assurances. Donc, on est déjà sur d'autres systèmes. On a développé un programme aussi sur les enfants qui est présent en Arabie Saoudite, aux États-Unis, etc. Et on fait passer les enfants par ces stades-là, surtout en période de croissance, pour éviter les problématiques dues à la croissance, c'est-à-dire des os qui poussent plus vite, des tendons qui sont plus courts. Et donc, on crée des déséquilibres et on augmente le risque de TMS si on n'a pas bien travaillé à long terme. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle qu'on peut prendre? Sinon, excusez-moi, c'était un peu long, c'était un peu improvisé. C'était intéressant. C'est très intéressant et justement, ça complète bien, je pense, l'intervention que vous avez faite, docteur, sur l'individualisation et la montée en charge justement progressive qui doit être faite en fonction des contraintes de chacun. Et évidemment, on a tous envie de faire des marathons ou de faire des Ironman, comme vous le disiez, mais c'est peut-être pas la première étape et tout doit se faire justement en fonction de nos possibilités. Merci beaucoup. J'avais une question concernant Enfin, déjà, je vais me présenter. Audrey Charles Sillot, ingénieur hospitalier au CHU de Nice sur le pôle santé mentale et santé intégrative et médecine légale. J'aurais voulu savoir, concernant les risques cardiovasculaires, comment vous les évaluez en fait? Est-ce qu'il y a le médecin du travail qui fait une préévaluation? Et également, concernant les stades de l'enfance, est-ce que vous pourriez nous donner plus de précision? Sur la partie cardiovasculaire, on n'en tient pas compte parce que ce n'est pas notre métier.
On n'est pas sur du sport, on est sur du mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'on refait passer les gens par des phases de mouvement. Pour un sportif, comment dire, un sportif sédentaire, hein, la catégorie sportif sédentaire, c'est ce qui va être disponible dans son échauffement. Pour un sédentaire, il est déjà dans son activité parce qu'il va commencer à solliciter des cellules. Mais après, on travaille sur les entreprises, type la SNCF, ils ont leur médecin coordinateur, etc. Donc, on déploie vraiment sur des. Il y a des médecins qui ont fait des tests cardio avant, il y a des médecins qui s'occupent du psycho avant. Donc, on déploie sur notre partie qu'on connaît, qui est comment on va activer une posture, comment on va refaire bouger les gens correctement pour juste éviter les sursollicitations. Juste pour information, les TMS à la SNCF, ça coûte un TGV 9 par an. 45 millions d'euros. Pour info. Non, c'est les stades de développement, c'est comment vous allez bouger. Et quand vous commencez à bouger, il y a deux choses physiologiquement qui se passent. La première, c'est que si vous avez eu des enfants, voilà. Vous savez que au début, ça bouge les yeux. Et puis après, ça commence la connexion motrice. Donc, alors, le sensoriel, lui, remonte. C'est-à-dire que le guide sensoriel, c'est je remonte des mains vers le cerveau. Et le guide moteur, c'est je connecte du cerveau vers soit les extrémités, les orteils ou les mains. Et c'est pour ça que la finesse et l'écriture commencent à partir de 7 ans. Parce que vous avez le sensoriel qui est connecté avec le cerveau et le retour moteur qui existe. Vous ne pouvez pas, chez des enfants en dessous de 7 ans, leur faire des tâches hyper précises, et notamment dans le monde du sport, de mettre des cibles hyper petites sur les enfants en dessous de 7 ans parce qu'ils n'ont pas la capacité de finesse au niveau des mains pour pouvoir aller jusque-là. En fait, dans nos séances, ça, vous l'avez enfermé dans votre cerveau. Vous avez créé des compensations parce que vous avez vu tout à l'heure, vous avez fait une limite là, etc., etc. Vous n'utilisez pas forcément votre corps de la meilleure des manières possibles. C'est d'abord ce qu'on analyse. Une fois qu'on a fait ça, derrière, on va aller chercher vos anciennes informations. Et en refaisant passer les gens par ces systèmes-là, vous allez travailler sur le système vous allez retravailler sur votre mémoire motrice que vous avez créée au tout début. Et on va dépoussiérer tout ça et on va aller chercher ce que vous avez appris il y a très longtemps. C'est ça qui est important. C'est croisé avec d'autres règles physiologiques, pour en parler des heures. Mais voilà, quoi. Qui viennent de Vladimir Yanda, si ça vous intéresse, 1979. Vous avez une question de l'auteur. Il y a des pertes de mobilité, etc., qui sont physiologiques. Et c'est ça qu'on cherche. En fait, c'est ce qu'on détecte avec le système de vidéo tracking. En fait, le système de vidéo tracking nous permet de savoir, à 2 chiffres derrière la virgule, pardon, de savoir exactement où se trouvent les compensations de la personne. Donc, on considère uniquement qu'est-ce que vous êtes capable de faire à l'instant T, qui va potentiellement évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, en fonction du temps que vous avez, des sollicitations, de plein de choses. Merci beaucoup. On va maintenant passer à Madame Meignet, Véronique Meignet, qui va nous faire une présentation, qui est hypnothérapeute à l'Institut Sank. Bonjour à tous. Je suis hypnothérapeute au centre Arnaud de Sank de Mougins et de Saint-Laurent-du-Var et bientôt à la clinique des mines de Vence. Voilà, donc je suis hypnothérapeute depuis 10 ans. Je suis spécialisée notamment dans l'arrêt du tabac, dans la minceur et l'accompagnement des enfants pour tout ce qui est phobie, énurésie, enfin plein de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des troubles musculo-squelettiques, parce que nous sommes là pour ça. Donc l'hypnothérapie, c'est un état de conscience modifié. Voilà, là nous sommes en état ordinaire de conscience, nous échangeons. À partir du moment où vous êtes dans le fauteuil, quand je fais un travail, je vais mettre en sommeil la partie logique du cerveau pour incruster des suggestions positives dans l'inconscient en rapport avec votre motif de consultation. L'hypnothérapie, c'est donc, comme je viens de vous le dire, un état de conscience modifié de conscience. Voilà, donc la base de l'hypnothérapie, c'est la gestion du stress, des angoisses, notamment. Voilà, on est 15 à 20 minutes d'hypnose correspondent environ à 2-3 heures de sommeil pour l'état général. En fait, après une séance d'hypnose, c'est comme si vous aviez fait une petite sieste de 3 heures, quoi.
Donc, dans le cadre des TMS, je vais donc incruster des suggestions positives dans l'inconscient pour vous apprendre à gérer, enfin, pour vous aider, on va dire, à gérer les douleurs. Vous donnant en incrustant des suggestions voilà, pour la détente musculaire. Donc voilà, sous hypnose, l'attention se détourne des tensions, justement, et permet d'apaiser les signaux nerveux associés à la douleur, qui favorise un relâchement du stress, des crispations, parce que bon, plus on est crispé, ben, plus les douleurs sont intenses, bien évidemment. Donc voilà. Que peut apporter l'hypnose? Eh bien, ça peut aider notamment pour récupérer un sommeil de qualité. L'hypnothérapie peut vraiment aider notamment dans les TMS à gérer la douleur, comme je viens de vous le dire, et à récupérer un sommeil de qualité. Donc, je vais incruster, donc, comme je vous l'ai dit, des suggestions pour vous aider à lâcher prise. Il faut savoir qu'en hypnothérapie, on travaille beaucoup la respiration abdominale. La respiration abdominale sera le seul lien entre votre motif de consultation et mon travail. C'est-à-dire que quand on respire profondément, l'inconscient va automatiquement vous ramener à ma séance, ce qui fait qu'en fait, vous allez vous faire de l'auto-hypnose, tout simplement. Voilà. Donc, je ne vous ai pas dit que l'hypnothérapie, c'est une thérapie brève, y compris pour les TMS. Je ne vois mes consultants que 3 fois. À qui s'adresse l'hypnothérapie? Ben, déjà, toutes les personnes qui souffrent de TMS, hein. Voilà. Elle peut être utile aussi pour les douleurs chroniques. Bon, le stress, bien évidemment, comme on le sait, hein, le stress apporte plein de choses négatives. Voilà, ça convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants, hein. Je vois les enfants à partir de 5 ans, à partir du moment où ils peuvent vraiment rester quelques instants dans le fauteuil. Voilà, c'est très positif sur les enfants, car ils se prêtent vraiment, on va dire, au jeu. Ils sont très, très réceptifs, hein. L'inconscient, comment dire, est très, très malléable, on va dire, à partir de 5 ans. Quand je reçois en consultation, la première séance dure entre 1 heure et 1h30, car l'anamnèse est très approfondie. Voilà, j'ai vraiment besoin de calibrer mes consultants. Donc, ce qui est très important, c'est que l'hypnothérapie peut être un accompagnement précieux dans les TMS et dans autre chose, mais bien évidemment, il est important d'avoir consulté au préalable. Parce que bon, moi je travaille notamment à Mougins avec les chirurgiens du dos, et c'est vrai que avant de recevoir chaque consultant, les chirurgiens me voient et voilà pour vraiment poser les grandes lignes. L'hypnose est un complément aux professionnels de santé, mais ne peut pas les remplacer, hein, bien évidemment. Donc, plus qu'une technique de détente, c'est une véritable démarche thérapeutique, hein. L'hypnothérapie est reconnue depuis 2005. Elle peut accompagner, bien évidemment, tous les soins. Voilà. Merci beaucoup. C'est intéressant parce que ça permet de montrer aussi la pluralité des parcours de soins possibles et la complémentarité. On a eu un docteur, un kinésithérapeute, vous sur l'hypnose, et c'est vrai que ça nous permet de voir finalement toutes les possibilités et que mis bout à bout aussi, ça peut permettre d'adapter chaque pathologie et chaque soin à chaque patient Bien sûr. et offrir une complémentarité intéressante, je pense. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, je me présente, je m'appelle Théo, je suis en formation BPGEPS APT au CREPS d'Antibes. Je reviens sur le fait que vous aviez dit que vous aviez des visites pour l'arrêt du tabac. Mm. Est-ce que vous favoriseriez plus l'hypnothérapie ou la pratique du sport pour que les personnes arrêtent de fumer? Bon, les deux sont complémentaires. L'hypnothérapie, en une séance, va... Alors, quand on vient me voir pour un arrêt du tabac, il faut être motivé, hein, bien évidemment, hein, parce que ma séance ne suffira pas, hein, si vous n'êtes pas motivé. Mais l'hypnothérapie fonctionne très bien, très très bien sur l'arrêt du tabac. Moi, je travaille avec les pneumologues, notamment de Saint-Laurent-du-Var, hein, et ça n'empêche pas, bien évidemment, de faire du sport à côté, au contraire, hein. Moi, juste, je voulais rebondir par rapport au jeune homme sur l'arrêt du tabac. Si on réfléchit bien, sur ce qu'elle a dit, en fait, la complémentarité, elle existe parce qu'elle va introduire les éléments qui sont basés sur la respiration et ton activation de respiration quand tu vas faire du sport va rappeler ces éléments. Donc, à mon avis, tu ne peux pas
couper les deux et tu vas être obligé de faire les deux pour pouvoir avoir une meilleure performance derrière. Alors après, pour un arrêt du tabac, je vais également donner des conseils pour ne pas prendre de poids. Mais ce qui est important aussi quand on arrête de fumer, on arrête d'accord de se remplir de la fumée de cigarette, mais il va falloir combler parce que l'inconscient ne lui va pas comprendre si on arrête. Donc, je préconise évidemment de se remplir de certaines choses, d'eau, de fruits, enfin bon, voilà, pour contourner l'inconscient, quoi, en fait. Alors, Avec qui vous travaillez alors surtout? Et deuxième question, dans le cadre, puisqu'on est dans le cadre des troubles musculo-squelettiques, qui est-ce qui vous adresse des patients et comment abordez-vous cette pathologie? Alors, pour les troubles musculo-squelettiques, surtout les chirurgiens du dos. Je travaille bien avec les chirurgiens du dos. Pour tout le reste, les arrêts du tabac, la minceur, l'énurésie, bon, bah, l'énurésie avec les urologues. Je travaille beaucoup avec les anesthésistes pour les arrêts du tabac, avec les pneumologues, les cardios, voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Bertrand Sita, j'ai 59 ans, voilà il y a 12 ans, je suis tombé malade et j'ai attrapé la myopathie. J'étais sportif jusque-là, j'étais sportif, je travaillais dans la restauration, donc j'avais un métier très, très bougeant. Je faisais beaucoup de sport à côté, marathon, trail, vélo, mais je m'entraînais comme il faut, je prenais soin de moi, je faisais attention parce que j'avais le travail quand même, je faisais 10 km par jour, rien que dans le travail, donc voilà. Et donc l'année dernière, il m'est venu une idée, enfin j'avais une idée dans la tête depuis que je suis tombé malade. Quand je faisais beaucoup de sport, les 2 premières années, c'était compliqué. Et puis je me suis dit, bon, allez, reprends-toi en main, tu peux pas rester comme ça. Je suis tombé au fond du trou, je suis remonté et j'ai découvert le vélo électrique pour venir au vélo. Comme quoi, si on est bien positionné et tout, même malade, on peut faire du vélo. Et je me suis dit, je me suis donné un challenge. Je suis parti de Roquebrune-Cap-Martin, je suis monté à Ivry en vélo électrique. J'ai fait 17 étapes, j'ai fait 1260 km en vélo. Voilà. Et c'est juste pour dire que même malade, même malade, on peut se surpasser, quoi. On peut se surpasser. Moi, je pense que par rapport aux maladies musculaires, je suis bien passé pour le savoir, euh, si on reste chez soi et on reste sur le canapé et qu'on regarde la télé toute la journée, c'est pas bon. Je pense que si on continue à faire du sport, bien sûr, il faut le gérer, parce que dans cette maladie-là, il faut le gérer, hein. C'est pas facile, des fois, c'est pas facile, mais des fois, ça fait trop du bien. Moi, c'est ma thérapie maintenant. Quand je suis sur mon vélo, je pense à rien, je pédale, je peux faire 80, 100 bornes par jour. Je rentre à la maison, je suis pas fatigué, je me repose entre les deux pots, je fais 40 km par exemple, je m'arrête, je récupère pendant 2 heures et je repars. Et voilà, donc c'est juste pour dire que euh, rien ne s'arrête quand on est malade, quoi. Quand on a une maladie, tout peut continuer. C'est sûr, ça dépend du caractère de chacun, hein. Tout le monde n'est pas pareil. Il y en a qui se laissent abattre, il y en a d'autres qui ont moins de mental. Donc, moi, j'ai beaucoup de mental, donc c'est ce qui me sauve. Parce que j'ai mon papa aussi qui a atteint de cette maladie-là, que j'ai récupéré en héritage. Et lui, il est dans un fauteuil roulant. Donc, à chaque fois que je vais le voir, je me dis, bon, il ne faut pas que tu arrives comme lui, quoi. Donc, je me bats tous les jours. Après cette maladie, j'essaie de la repousser au maximum avec le sport. Pour dire que le sport est très important dans la vie et il faut surtout en faire, même pas beaucoup, mais il faut en faire. Comme vous disiez, pour le cardiovasculaire, tout ça, c'est très bon. Moi, j'avais fait toute ma vie, donc j'ai fait du foot au début quand j'étais gamin. Après, j'ai fait des marathons, des 10 km, enfin, bon, plein de trucs, quoi. Je me suis éclaté, j'ai fait de la descente VTT, j'ai fait plein de trucs dans ma vie. Mais je me suis régalé, voilà. Vous nous disiez aussi que il y avait eu plusieurs phases finalement suite à votre maladie, au moment où vous avez vous avez essayé de continuer à travailler Alors, plutôt à mi-temps. ouais, c'était très compliqué. Et Ouais, c'était il y très avait tout compliqué un au parcours départ. finalement La d'acceptation. chute a été très dure au départ parce que bon, je travaillais dans une grosse boîte à Monaco et j'ai demandé de travailler à mi-temps parce que je me suis dit, bon, moi, depuis l'âge de 14 ans, je travaille dans la restauration. Donc, je me suis dit, du jour au lendemain, on t'arrête de travailler, ça veut dire que tu n'es plus bon à rien, tu dégages. 30 ans de boîte, hein, quand même. Voilà. Donc, c'était très dur. Ouais. Je suis tombé vraiment au fond du trou, vraiment en bas du trou. Ouais. Et c'est vrai que de ce côté-là, ça n'a pas été top. Pour moi, ça n'a pas été top. Mais bon, j'ai su remonter la pente et voilà, maintenant je suis bien. J'ai jamais été aussi bien d'ailleurs dans ma vie, hein. Même en étant malade, j'ai jamais été aussi bien, hein. Je suis en pleine forme. Et est-ce que justement la pratique du sport vous a permis elle aussi de remonter la pente? Alors évidemment, il y a un côté acceptation finalement et une prise de conscience, je ne C'est sais pas, ça. C'est ça. mais le sport peut-être en lui-même aussi Ah peut bah oui, oui, oui. vous aider Bah, à c'est sûr remonter. que les 2 premières années, c'était accepter la maladie. Ça, c'est sûr, c'était très compliqué pour moi.
Mais après, grâce au sport, oui, tout à fait. D'abord, j'ai commencé par la piscine, mais bon, je suis un feignant, j'aime pas nager. J'adore aller à la mer, retirer sur la plage, mais j'aime pas. Donc j'ai arrêté, donc j'ai connu le vélo électrique et là, c'était vraiment pour moi, c'était le top. C'est ce qui m'a permis de rebondir en fait et de me sortir de ces travers très durs. Et votre parcours dont vous venez de nous parler, pardon, avec le vélo électrique, est-ce que c'était vous l'avez fait pour quoi? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour sensibiliser? Alors, c'était pour trois choses. Déjà, c'était pour moi en premier. Je suis un peu égoïste, hein, je pense à moi d'abord. Après, c'était pour le Téléthon, évidemment, parce que je fais partie de la FM. Et la troisième chose, c'était pour faire voir aux gens, parce que j'ai fait 17 étapes. Et pendant 17 étapes, j'étais accueilli avec des gens merveilleux, hein. J'ai fait des super rencontres, hein. J'ai rencontré des gens super. Et ça m'a permis de partager la maladie et de faire voir aux gens que, voilà, même malade, on peut faire plein de choses, quoi. Si c'est pas du vélo, c'est autre chose, mais il faut pas rester isolé, en fait. Et le sport apporte mentalement, comme je dis, je pense que les docteurs seront d'accord avec moi, le sport, c'est 50 physique, 50 mental. D'accord? Moi, j'ai 30 physique maintenant et 70 mental, donc je joue avec, hein, voilà. C'est tout, hein, c'est comme ça. Mais grâce au sport, c'est vrai que ça m'a vraiment épanoui dans ma nouvelle vie, ouais. Merci beaucoup. Merci pour ce Merci témoignage. à vous de m'avoir invité. Est-ce que vous avez des questions à notre témoin? Merci pour cette information et je vous souhaite du courage. Merci. Merci, j'en ai. Ce que je voulais savoir, moi, c'était le parcours. Je me suis pris en main tout seul, hein, comme un grand. Et pourtant, j'allais voir les professeurs à Pasteur, professeur Sacconi, tout ça. Mais bon, j'ai des bons rapports avec elle. Et quand elle a vu ce que j'avais fait, ça lui a mis la puce à l'oreille quand même. Elle se dit, ben. Et j'ai récupéré du muscle en même temps. Parce que moi, tous les matins, je fais 100 pompes et 100 relevés de jambes. Tous les matins. Et j'ai repris du muscle en haut, alors que c'est très rare dans ma maladie de reprendre du muscle. Donc j'ai réussi à reprendre du muscle parce que je me gère, j'essaie de bien me gérer en fait. Mais par contre, pour votre réponse, personne m'a. Non, je me suis débrouillé tout seul, ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, alors je suis tout à fait en harmonie avec vous parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, ma vie était longue, mais dans les années 90-2000, j'étais très investi dans le handisport. Et puis malheureusement, en 2000, j'ai eu un accident traumatique assez important qui m'a fait un peu tout abandonner. Le problème du handisport, c'est que le handisport, c'est pluridisciplinaire et c'est vrai que sur le plan logistique, c'est très difficile. Donc, je dirais de 92 à 99-2000, j'étais un des responsables d'un club que je crois qu'il n'existe plus d'ailleurs, qui s'appelle le Handisport Azur Club, où il y avait des disciplines, où j'avais initié discipline vélo. J'ai fait les championnats de France de tandem avec un non-voyant. J'ai jamais fait de vélo avec un voyant. J'ai fait des compétitions, mais avec un non-voyant. C'est vrai que c'était extraordinaire. On avait beaucoup de ping-pong parce que le président du club faisait du ping-pong valide. Et là, j'ai vu des choses extraordinaires, des gens qui jouent au ping-pong avec la bouche, euh, des dépassements. Parce que dans ces cas-là, on a toujours besoin de. Dans le monde du sport, on a toujours besoin de médecins. On n'est jamais payé. On fait toujours ça de façon gratuite. Et j'avoue que je me suis beaucoup investi. Donc, c'est quelque chose d'humain et c'est incroyable comme par l'intermédiaire du sport, ces handicapés arrivent à faire des choses et c'est vraiment incroyable. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous pousse vers l'avant, en fait. Voilà. Alors tout à En fait, fait, il faut on a avoir quelque chose qui nous pousse parce que moi, je vois pour moi, j'ai quelque chose qui me pousse toujours de l'avant. Te laisse pas abattre, qui me dit vas-y, vas-y, continue. Bon, c'est sûr, faut gérer, mais voilà. Et j'ai juste oublié de vous dire, l'année prochaine, bah là, l'année dernière, j'ai fait 1260 km, mais l'année prochaine, je fais 1300. Je fais toute la côte ouest. Je pars de Roscoff et je descends en Daille. On vous suivra. Merci beaucoup. On va passer à notre dernière intervention de la matinée avec Sabrina Galis, qui est infirmière en santé au travail à La Metra. J'en profite pour remercier encore une fois La Metra, qui est notre mécène pour cette matinale et qui nous permet notamment de vous proposer le podcast. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sabrina Gali, je suis infirmière en santé au travail. Ça fait 20 ans que je suis infirmière. J'ai fait des services de soins à l'hôpital, j'ai fait de la maison de retraite, j'ai fait du libéral. Et là, donc, je suis infirmière en santé au travail à la Metra depuis 3 ans parce que je suis passionnée par la prévention. Et dans cette thématique, aujourd'hui, j'interviens donc dans les bienfaits de l'activité physique dans la lutte contre les TMS avec ma particularité de ce lien santé-travail du coup. Alors brièvement, le sommaire de mon intervention, donc déjà vous présenter qui on est la METRA.
Je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit en effet sur qu'est-ce que c'est les TMS et les chiffres clés en santé au travail. Tout ce qui est facteur de risque des TMS et les différentes pathologies qu'on peut trouver en santé au travail. Et puis, bien sûr, ce qui nous importe, la prévention avec nos offres et nos actions. Alors, l'AMETRA 06, c'est donc un service de prévention et de santé au travail interentreprise des Alpes-Maritimes. Donc, en fait, on suit 26 000 entreprises qui sont adhérentes chez nous, donc de la toute petite entreprise aux grandes entreprises. On a 215 000 salariés en suivi. On est sur les Alpes-Maritimes, on a 15 centres médicaux fixes et 2 centres mobiles. On est en fait 239 collaborateurs à travailler à la METRA. Donc la METRA, elle est en pleine certification. La certification, elle est obligatoire depuis la loi de 2021 du Code du travail pour chaque service de prévention en santé au travail. Et du coup, on est comme objectif, là on a le niveau 1 et l'objectif c'est d'atteindre le niveau 3 en 2027. On est aussi dans une démarche RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, dans le cadre du dispositif CEDRE, qui a été créé par la région Sud-PACA, qui accompagne donc les entreprises dans une démarche de responsabilité et de transition écologique, donc avec en l'occurrence le tri papier, le passage des véhicules thermiques à électrique. Et puis on a le label QVCT EV3. Donc ça, c'est dans le cadre d'une démarche de qualité de vie et des conditions de travail. Suite à un questionnaire qui est passé en interne à la METRA aux salariés. Par la suite, il a été, et c'est encore en cours, une mise en place des actions pour justement améliorer les conditions de vie au travail. Donc la METRA, le service de prévention et de santé au travail, a 3 missions principales régies par le Code du travail. C'est donc la prévention des risques professionnels, le suivi de l'état de santé des salariés et puis la prévention de la désinsertion professionnelle. Juste pour que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne, donc en fait, on a un médecin du travail, donc plusieurs médecins du travail, bien sûr, qui sont au centre du dispositif de santé. Donc en fait, c'est lui qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire. Donc qui gravite autour de lui, il y a toute une équipe avec donc des infirmières, des conseillers, techniciens, ingénieurs en prévention des risques professionnels, des ergonomes, des formatrices. Et puis, on a aussi dans notre équipe des assistantes sociales et des psychologues en santé au travail qui peuvent recevoir les salariés à la demande. Alors, qu'est-ce que c'est donc les TMS? Donc, les TMS, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit, en effet, ça va être le déséquilibre entre les capacités physiques de mon corps et les conditions auxquelles il va être exposé. Donc, ça va être responsable de gêne, douleur, raideur, gonflement, des fourmillements. Ça peut apparaître soit subitement ou alors progressivement. Il faut savoir que les TMS en santé au travail, c'est quand même la première cause de maladie professionnelle. Donc c'est quand même énorme. C'est la moitié des accidents du travail qui sont dus aux manutentions manuelles. Et il faut savoir que les douleurs TMS, ça représente quand même 3 femmes sur 5 et 1 homme sur 2. Donc c'est vraiment un sujet assez important. Vous voyez sur le petit schéma à côté les principales localisations du corps dans les TMS en santé au travail. Donc on voit que c'est beaucoup les membres supérieurs, contrairement à des fois ce qu'on pense où on parle beaucoup de problèmes de dos, mais en fait les membres supérieurs sont extrêmement sollicités. Donc il y a à peu près 33% qui touchent au niveau de l'épaule, 22% au niveau du coude, 35% pour tout ce qui est poignet-main. Ensuite, il y a quand même le dos qui est concerné par 7% des TMS et dans une moindre mesure, tout ce qui est membre inférieur à 2%, surtout le genou. Alors, quels sont les facteurs de risque des troubles musculo-squelettiques dans les principales pathologies professionnelles qu'on peut retrouver? Donc, comme on l'a bien compris, en fait, les troubles musculo-squelettiques, ce n'est pas unifactoriel. Il y a plein de facteurs qui interviennent qui font qu'on peut avoir des TMS ou pas. Donc, tout ce qui est facteur individuel, c'est-à-dire si je suis un homme ou une femme, je ne vais pas être confronté et réagir de la même manière au TMS en fonction de mon âge, en fonction de l'activité physique que je vais faire ou pas, en fonction de si j'ai des pathologies chroniques ou pas. Tous ces facteurs individuels vont jouer sur l'apparition ou pas de TMS. Tout ce qui est facteur organisationnel au travail, par exemple, est-ce que je travaille seul? Est-ce que je travaille toujours en équipe? Est-ce que j'ai une possibilité d'alternance dans mes tâches ou est-ce que je répète toujours les mêmes gestes tout le temps? Tout ce qui est facteur biomécanique, ça va être, par exemple, est-ce que j'ai des aides mécaniques à la manutention de charges, au déplacement des charges, ou est-ce que je dois toujours utiliser mon corps et seulement mon corps?
Les facteurs psychosociaux, donc tout ce qui est stress, charge mentale, responsabilité, tout ça a un impact aussi considérable sur les TMS. Et enfin, les facteurs environnementaux, bah, par exemple, si je travaille au froid, ça peut accentuer les contractions musculaires et du coup favoriser l'apparition ou l'accentuation des TMS. En santé au travail, du coup, je vous ai mis un petit listing, hein, il y en a plein, mais des principales pathologies professionnelles qu'on peut retrouver. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, et au départ, tout ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs, donc les tendinites de la coiffe des rotateurs, donc qui concernent l'épaule, épicondylie qui concerne le coude, etc., jusqu'à la sciatique par hernie discale, L4, L5 ou L5S1. Ça, c'est les principales pathologies qu'on peut retrouver. Et en fait, en fonction de votre pathologie, elle peut ou pas être reconnue comme maladie professionnelle. Donc, il faut savoir qu'une maladie n'est pas forcément reconnue comme professionnelle. Tout dépend de missions que vous avez, de vos tâches, tout dépend des symptômes que vous avez et de la durée d'exposition. En fonction de tout ça, quand vous faites une déclaration auprès de l'assurance maladie, ça rentre ou pas dans les critères d'un tableau et ça peut être validé ou pas en tant que maladie professionnelle. Donc, l'idée, bien sûr, par la prévention des TMS en santé au travail et avec, bien sûr, l'intégration de tout ce qui est activité physique et l'importance de l'activité physique, bah, nos objectifs, ça va être, bien sûr, une meilleure santé du salarié, parce que grâce au sport, bah, il va y avoir une libération d'hormones apaisantes qui peut aussi diminuer le stress, plus une élimination de toxines, et on sait tous les bienfaits cardiovasculaires que peut faire l'activité physique. Mais ça va être aussi une augmentation de la productivité. Il y a une étude qui a été faite au Québec qui montre qu'un salarié sportif a 9% de plus de productivité qu'un salarié inactif. Ça va être également mettre en place de l'activité physique au sein de l'entreprise, bah, renforcer la cohésion d'équipe, un lien social au sein des collaborateurs de l'entreprise. Et ça va être aussi, bah, bien sûr, développer du coup l'image positive de l'entreprise. Alors, il faut savoir que nous, en tant que service de prévention et de santé au travail, on a un rôle là-dedans, on a une réglementation, hein, on est régi, comme je vous disais, par la loi la dernière loi de 2021 qui renforce justement la prévention en santé au travail. L'idée, c'est que les services de santé au travail participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant dans la loi, qui a été rajouté. Et on est aussi dans le cadre d'un plan santé-travail. Hein, là, le numéro 4, il va de 2020 à 2025. Et lui, il encourage le développement justement d'une approche décloisonnée vraiment entre la santé au travail, la santé publique et la santé environnementale. L'idée, c'est vraiment de prévenir les risques multifactoriels et agir sur les déterminants de la santé en milieu professionnel. D'où l'intérêt, nous, de valoriser aussi les bienfaits de l'activité physique et sportive en milieu professionnel, qui, selon le plan santé-travail, se base sur quelques principes. Le principe de volontariat des salariés, mais aussi pour l'entreprise, permettre la facilitation de l'accès aux ressources, l'implication de tout ce qui est comité socio-économique, et puis la mise à disposition d'espaces ou d'activités dédiés aux salariés volontaires. Et du coup, nous, pour finir, bah, nos actions, alors elles sont diverses et variées. Ça va être déjà, on propose des études ergonomiques. Hein, on peut intervenir en entreprise et faciliter l'ergonomie à un poste de travail. On va faire des conseils et des recommandations aux entreprises et puis les accompagner dans la mise en place des actions. Donc ça va être, par exemple, hein, on en parlait, tout ce qui est échauffement collectif avant la prise de poste. Ça se fait dans certaines entreprises. Dans les entrepôts où ils ont beaucoup de manutention, beaucoup de port de charge, eh ben, il y a un exercice qui est fait avant la prise de poste, tous ensemble, où ils font de l'échauffement collectif pour justement chauffer le corps et à se préparer au port de charge. Ça peut être un accompagnement aussi pour du matériel adapté, pour tout ce qui est aménagement aussi des espaces de travail. On va sensibiliser aussi au TMS et à l'activité physique et sportive lors d'entretiens individuels qu'on a avec les salariés. Alors bien sûr, tout ça adapté au poste de travail. Hein, on parlait de l'individualisation. Ça va être, nous, on va être confrontés, on va dire, à deux types de salariés différents. En effet, ça va être tout ce qui est travail sur écran. Donc là, l'idée, en effet, ça va être de lutter contre la sédentarité. Hein, on l'a vu avec, par exemple, des pauses actives, sensibiliser les salariés et leurs employeurs à tout ce qui est étirement sur son poste de travail, tout ce qui est mobilité.
C'est vrai que nous, souvent, en entretien, ce qu'on entend beaucoup, c'est que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire de l'activité physique. C'est vrai qu'on a tous des rythmes de vie à 2000 à l'heure, et donc souvent on nous dit je n'ai pas le temps. Nous, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est qu'on peut toujours mettre de la mobilité, surtout quand on a un travail sédentaire dans sa vie. Ça va être, par exemple, moi je travaille sur un centre à Nice qui est au 5e étage. Et ben, je leur dis, par exemple, de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Ça va être aussi, je me déplace en tram, ben, je vais m'arrêter 2 arrêts avant et je vais finir à pied. L'idée de la mobilité, c'est ça. C'est vraiment de lutter sur cette sédentarité qu'on peut avoir au travail et tous les troubles musculo-squelettiques qu'il peut y avoir derrière. Ça va être aussi se lever toutes les heures de son bureau et faire quelques pas. Ça va être mettre l'imprimante loin et faire exprès de devoir aller chercher le papier loin, etc. Plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour justement éviter cette sédentarité. Et puis, ça va être, on l'a dit aussi, hein, tout ce qui est optimisation de l'espace de travail. Je n'ai pas le temps de tout vous détailler, mais régler la hauteur de mon écran, positionner les coudes à 90 sur mon bureau, tout ça, c'est des choses qui peuvent entraîner des troubles musculo-squelettiques quand on n'a pas la bonne posture au travail. Et puis, en autre type de salariés qu'on peut avoir, ça va être au contraire ceux qui ont énormément d'efforts physiques dans leur travail, en effet, qui nous disent justement, bah, moi, je ne fais pas d'activité physique parce que je fais déjà assez d'efforts au travail. Et ça, c'est un truc qu'on essaye aussi de lutter, c'est de faire comprendre qu'il y a une différence entre l'effort physique et l'activité physique. L'effort physique, c'est quelque chose qui use, qu'on ne choisit pas, qui peut être des postures contraignantes et qui peut être des gestes répétitifs. L'activité physique, ça va être plus quelque chose qui va détendre, qui va renforcer les muscles, qui va entretenir son corps. Donc ça, c'est aussi faire comprendre cette différence entre les deux. Et puis, ça va être aussi, on propose des sensibilisations aux salariés, des sensibilisations collectives avec des thèmes ciblés. Donc, justement, sur les troubles musculo-squelettiques, hein, on reprend les gestes et postures. Avec en effet une importance de l'adaptation du corps et bien sûr toute la prise en charge médicale qui va avec, parce que je suis d'accord qu'en effet, des fois on peut faire le bon geste, mais il suffit qu'on ait une posture au niveau des pieds et un appui qui n'est pas adéquat, bah, du coup la posture derrière ne va pas être idéale. Donc c'est aussi une prise en charge médicale globale. Et puis on a des sensibilisations aussi précises sur comment s'installer quand on travaille sur écran. Et enfin, la METRA a participé aussi au projet Pain-Fruit. Je vous en dis juste 2 mots. Après, j'ai fini. Le projet Pain-Fruit, donc c'est un projet européen qui a été financé par la Commission européenne, qui a réuni 6 pays, donc 6 partenaires à travers l'Europe. Et le but, en fait, c'était de prévenir les douleurs dorsales au travail, avec pour ça l'élaboration d'exercices à faire au travail et à faire chez soi. Donc, il y a 2 séances gratuites qui avaient été proposées à un public cible. Et la collaboration s'est faite en France donc avec la METRA et l'association Azur Sport Santé qui a permis la mise en place de ce projet. Donc voilà, du coup à la METRA, ben, voilà, on est pour les bienfaits de l'activité physique en effet, pour limiter tous les troubles musculo-squelettiques auxquels on est confronté chez nos salariés tous les jours. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, donc moi c'est Sylvain, je suis un ancien athlète de haut niveau et j'aimerais juste, je pose la question un petit peu à tout le monde, j'aimerais savoir si vous pouvez me donner la différence entre le trouble musculo-squelettique et le trauma musculo-squelettique. Ben là, va pas sans l'autre, en fait, hein. En fait, le trouble musculo-squelettique, c'est quoi? C'est une activité, en fait, généralement, c'est une activité peu intense qui génère une pathologie. Et en fait, le problème, c'est quand il y a un traumatisme, avec un traumatisme quelque part, où il reste une petite cicatrice tendineuse ou ostéo-articulaire. Alors, je parle du tendon, mais c'est exactement au niveau du cartilage, hein. Un cartilage qui casse ou un ménisque, hein. Souvent, quand il y a une petite lésion méniscale, cet accident passe inaperçu, il y a une phase de repos qui se calme, et après, par la répétition des gestes, eh ben, il se crée une douleur. Et c'est ça qui pose un problème. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à tous nos intervenants, merci à tous pour votre participation, à tous pour vos questions.